Bonsoir, nous sommes à Bruxelles au musée des instruments de musique pour entamer cette troisième saison de Basket One. Une saison qui promet d'être passionnante dans la mesure où la plupart des équipes se sont renforcées. C'est le cas de l'Union Mons et d'Ypres, deux équipes capables de jouer un rôle en vue dans ce championnat qui débute. Pour cette première tête d'affiche, on retrouve Aldegemaap, François Lizen. Blessé au genou, Louis Rao n'était pas apte à tenir sa place dans l'effectif yprois. De son côté, Yves Defraigne avait dû opérer un choix parmi ces trois Américains. Il avait décidé de se passer de Demus Anderson pour placer Hodge au poste 5 et Jim Potter au poste numéro 3. Telles étaient les données au début de la rencontre. Un début surprenant. Hodge à 3 points. Avouez, ce n'est pas fréquent. Match dans le match hier soir. Dupont, meilleur joueur la saison dernière, face à l'ancien pivot de Pepinster. Avantage à Hodge dans le premier bras de fer. Autre face-à-face, les deux meneurs, Ronnie Bayer contre Huger. D'emblée, l'Américain s'impose 7-6 après 2 minutes. Aucun moment d'observation entre les deux équipes. On commence bien, mais après on laisse tout le monde venir dans le match. Et prendre confiance est trop facile. Après 4 minutes, Eddie Castells modifie son échiquier. Il place Dupont sur Volchik et charge Huggins de museler Hodge. Tactique payante. Ypres se place aux avant-postes. Les contre-attaques sont rondement menées. Qui dit fast break, dit rebond défensif. Du haut de ses 2,11 m, Yves Dupont domine déjà le trafic aérien. Il a joué un super match, mais comme toute l'équipe, dans notre équipe, c'est toujours la même chose. C'est pas l'individualité, c'est la totalité. Et tu vois, même Vanouk et Gudvinsson aujourd'hui, c'était vraiment très fort. Erik van der Sleus n'était pas envers soi la saison dernière, mais il semble avoir déjà trouvé sa place. Il plante 2 bombes en fin de premier quart-temps. 19-28, Ypres s'envole déjà définitivement. Volontaire, l'équipe boréenne a montré quelques belles choses, mais n'est pas parvenue à s'accrocher. Mathias De Saveur s'est battu comme un beau diable, mais ses 13 points en première période n'ont rien changé. J'ai vu dans les yeux de quelques joueurs, ils sont quand même nerveux. Et si tu commences le match trop nerveux, ça ne marche pas. Peut-être dans quelques minutes ça va, mais pendant 40 minutes ça ne marche pas. 34-46, score au repos. En seconde période, Ypres jouera toujours aussi juste, toujours aussi intelligemment. Si Gudvinsson et van der Sleus s'illustrent à distance, Huger, Huggins et Dupont se trouvent les yeux fermés. Un collectif très costaud. On épinglera tout de même la prestation de Dupont, 19 points et 16 rebonds. Je pense que ce soir nous avons réalisé un match brillant. Il n'y a, me semble-t-il, aucun point négatif. Ypres a donc commencé sa saison de la plus belle des façons. Victoire logique 76-98 au Aldegemaap. On attend impatiemment le mois prochain et la naturalisation de Jim Potter pour pouvoir composer avec le très attendu Demus Anderson. En jouant avec ces trois Américains, l'Union Mons-Hainaut a remporté quasiment toutes ses rencontres de préparation. Mais voilà, en match officiel, une équipe ne peut aligner que 2 non-européens. Et dans l'attente de la naturalisation de Jim Potter, le coach Yves Defraigne doit faire des choix. Il avait hier soir misé sur Potter et le pivot Odell Hodge. C'est donc depuis le bord du terrain que le très attendu Demus Anderson a assisté à la démonstration yproise. 5 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu avant que la machine ne tourne déjà à plein régime. Michael Huger en chef d'orchestre, Van der Sleus et Gudvinsson en tireur d'élite. Le contrôleur aérien, c'est Yves Dupont avec 19 points et 16 rebonds. Le meilleur joueur de la saison dernière a épaté. Face à cette armada, la jeune et toute nouvelle équipe boréenne n'a pas pu faire grand-chose. Ce qui est un peu dommage vraiment, c'est qu'on a eu cette impression de ne pouvoir jamais remporter ce match parce qu'on a été dominé, je pense, de la première à la dernière minute. Mais bon, il faut aussi voir un peu ce qu'il y a en face de nous. Et je crois qu'en face de nous, il y a une équipe très forte avec un collectif qui est bien huilé. Un collectif, voilà ce qui manque pour l'instant à l'Union Mons-Hainaut. Offensivement, Volchik et De Saveur ont tiré leur épingle du jeu. La volonté est là, mais comme on dit, un match de basket se gagne d'abord en défense. Et dans ce secteur, les Renards sont passés à côté de leur sujet. Copie parfaite rendue par Ypres, tout simplement trop puissant. Personne ne s'attendait tout de même à une aussi faible résistance. Il y a encore du travail au Aldegemaap. Score final sans appel, 76-98. Revanche à prendre, match particulier aussi pour le club de la métropole. Si Anvers s'imposait contre l'Union Mons, elle signait son 800e succès en Division 1 et ce en 40 ans de présence ininterrompue parmi l'élite.
Première apparition au championnat d'Anvers à domicile, une équipe qui a séduit le public pendant 40 minutes. Un tout nouveau groupe, un nouveau coach, mais un point commun. Ils sont anversois. Les autres viennent de New York, comme Otis Hill. Une inquiétude avant le début de la saison, comment faire d'une bande d'individualistes avides de ballon un groupe soudé capable de jouer l'un pour l'autre. Les détracteurs ont été confondus hier soir à l'Arena de Deurne, les Anversois ont bien changé. Tout le monde dit oui, les Anversois sont des individualistes, ils jouent tout seuls toujours, mais aujourd'hui on a vraiment montré qu'on peut jouer comme groupe. Et ça c'est la différence, je crois, chez nous, on a vraiment tout le monde a bien joué, tu ne peux pas dire une personne qui n'a pas bien joué. Et je crois que ça c'est la force de notre équipe, on a montré ça dans la préparation. Et de nouveau aujourd'hui on a de nouveau montré, et pour nous c'est une différence de 20 points, et ça fait du bien pour nous. 101-81 au buzzer, un score à peine forcé. Pour cette rencontre, Yves de Freigne avait préféré Anderson à Huddle Hodge. Des débuts encourageants du nouveau renfort américain nué, la suite sera moins heureuse. Alors question, y a-t-il déjà le feu dans la maison Borène? Je pense que parler de crise, je pense qu'il faut éventuellement encore attendre avant véritablement de parler de crise. Je crois qu'il faut d'abord qu'on se mette tous ensemble à travailler et pas commencer chacun de son côté à tirer sur la corde. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas gagner un match en étant aussi faible sur des choses essentielles que sont par exemple les lancers francs, le travail au rebond, la défense dans son ensemble, la gestion des fins de carton. Je pense que chaque fin de carton, nous la gérons très mal, donc on manque un peu d'intelligence au niveau de la gestion du jeu. Je pense que tout ça, ce sont des choses de base du basket, et malheureusement ici on a de grosses lacunes. Spectacle total, facile, trop facile pour Anvers. Une faillite collective chez les visiteurs et un constat qui d'ores et déjà s'impose. Je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est travailler. Je pense qu'ok, maintenant ça va très mal. Mais c'est dans ces moments-là qu'on doit sceller des coudes et on va travailler à fond et on va essayer encore de faire plus. Encore plus de show pour Peter Loridon, un match de très haute tenue. Faire le clown, ce n'est pas une nouveauté pour les Anversois. J'ai fait la même chose à Gand, à Lost, et maintenant je joue à Anvers. Mais moi, je reste le même joueur. Aujourd'hui, on a gagné avec 20 points, mais on a gagné avec un grand cœur, ça c'est sûr. Mais on doit être réaliste. Maintenant, aujourd'hui, c'est 20 points et on va voir la prochaine semaine. Je crois qu'on est réaliste, beaucoup de pression chez nous. C'est pour ça c'est bien pour nous, on a gagné ce soir. La pression un petit peu partie. Et le premier 4, ça c'est pour nous. Et après, on verra si on a ici à domicile l'avantage avec le public, on peut faire beaucoup. Qui avait terminé 3e du championnat portugais la saison dernière. Zaventem, mardi matin, les joueurs de l'Union Montseno embarquent pour le Portugal, première destination de la Coupe Corach. Yves de Freigne scrute l'horizon, Jim Potter, lui, rêve du match sans histoire, ciel dégagé pour la délégation montoise. À l'arrivée sur le sol lusitanien, bonne nouvelle, chacun serein, les bagages sont aussi arrivés à bon port. À l'hôtel, pour peu, on se croirait en vacances. L'autocar pour se diriger vers la salle, les visages sont plus tendus, une impression prémonitoire, alors que l'adversaire n'a rien d'un foudre de guerre. Et pourtant, les propos d'Yves de Freigne ne trouveront jamais l'effet escompté. Un début de partie où l'Union Mons fait jeu égal de saveur inscrira 16 points, le Marquois renseigne 29 à la fin du premier quart-temps. Défense fragile, l'Américain Jackson en profite. Potter, meilleur réalisateur avec 18 points, mais au repos, c'est 47-33 pour les Portugais. Nouvelle hésitation coupable en défense, si Artiles n'est pas très heureux, Jackson se joue de 3 Montois pour alourdir la marque. Inquiétant, 63-54, tout reste possible, même si certaines attitudes semblent prouver le contraire. Une impression de déjà-vu, l'écart monte à 15 points à 5 minutes du terme. Les Portugais terminent en force, Jackson, meilleur marqueur avec Ardiles, se faufile comme à l'entraînement. Les rares spectateurs présents sont aussi amorphes que les joueurs montois. Score final 83-70, mercredi l'Union Mons devra refaire un handicap de 13 points face aux Portugais. Vous avez dit mission impossible? Jean-Jacques Denef, John Witherspoon, tout le papier n'avait rien d'insurmontable pour l'Union Mons-Hainaut. Oui, mais voilà, entre la théorie et la pratique, il y a parfois de la marche. François Lisette.
Moins 13 après le match aller, face à Seychelles, la tâche allait être compliquée pour une Union Monceau en plein doute, une équipe d'emblée privée de Tionk, victime d'une micro-déchirure au dernier entraînement. Le début de rencontre est équilibré, bien que Hoddle Hodge peine face à son vis-à-vis Williams, le Molosse. Gaspillage, imprécision et même naïveté marquent le premier quart-temps. Le niveau n'est pas des plus élevés, mais parfois il suffit de croire en ses capacités. Volchik et Verstraat montrent l'exemple à distance et permettent à l'Union de mener 16-10 après 10 minutes. Seychelles resserre alors sa défense, le rideau rouge est dressé, les Hennuyer doivent redoubler d'énergie et d'agressivité pour le contourner. En haussant leur vitesse d'exécution, les Renards augmentent sensiblement leur avance, 30-20 à la mi-temps. De retour des vestiaires, Seychelles semble perdu. L'Union paraît survoltée. Le tonitruant Meindert Verstraat multiplie les assists et les paniers. Hoddle Hodge trouve, lui, la réplique face au pivot portugais. Monceau a retrouvé son basket, signe un 11-2, mais perd de suite tout son bénéfice. Les visiteurs recollent au score à coup de 3 points. À 49-35, les Hennuyer sont toujours qualifiés, mais sont loin d'être à l'abri. Il reste 2 minutes. L'avance est insuffisante. 11 points séparent les deux équipes. L'expérience de Ronny Bayer va alors faire la différence. Le meneur Borin met la pression, enchaîne les paniers et enflamme les halles. Seychelles commet des fautes, mais au lancer franc, les mains ne tremblent pas. Grâce à un meilleur jeu défensif et un groupe plus soudé, l'Union Monceau s'impose finalement 67-50 et s'ouvre les portes du deuxième tour préliminaire. Je crois qu'après cette qualification face aux Portugais, il ne faut pas, dans le sens positif, maintenant dire que c'est arrivé. Je crois qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail. La saison est encore longue et chacun, à titre individuel, mais aussi au niveau collectif, peut encore progresser. Le prochain adversaire sera Malaga et Jean-Marc Jaumin. Le vice-champion d'Europe avait été battu au Halles l'an dernier. JMJ aura sans doute des envies de revanche. La coupe Celt au Halles de Jemap, c'était l'occasion enfin de se lancer dans cette compétition. Objectif atteint, la réponse avec François Lizen. Demus Anderson préféré à Hoddle Hodge comme deuxième américain aux côtés de Jim Potter. Yves Defraigne avait fait son choix pour tenter de décrocher une première victoire en championnat. Autant vous mettre directement au parfum. Une seule équipe sur le parquet, l'Union Monceau. Il est des soirs où la concentration et la volonté, conjuguées à la réussite, ne laissent aucune chance à l'adversaire. Spectacle total au Halles de Jemap. Les hommes de Medvedev parviendront à rivaliser pendant les 8 premières minutes, 18-18. Ensuite débutera leur véritable calvaire. Les Hennuyer signe un 22-4 entre le premier et le deuxième quart-temps. Anderson se promène littéralement dans la défense adverse. Très en vue, Ronny Bayer s'illustre au-delà des 6,25 m. Mathias de Saveur est lui survolté. Habilité à distance et puissance dans la raquette. Il inscrit 20 points en première période. Le score au repos, 55-36. On a fait quand même une première mi-temps vraiment correcte parce que c'était vu comment on joue de défense. Pas juste l'attaque, mais l'offense aussi. Et le deuxième mi-temps, c'était une autre histoire, je pense. Difficile en effet d'expliquer ce qui s'est passé en seconde période. Le collectif disparaît, les mains de De Saveur et d'Anderson se sont refroidies pendant la pause. Stansbury pousse les siens à y croire. Monceau a perdu ses marques, a perdu son jeu. C'est lent, le mouvement de ballon et des joueurs c'est pas si précis. Et à ce moment-là, tu as toujours problème en ce niveau-là. Davantage présent au rebond, Hasselt revient dans le match. Les pertes de Balboren donnent confiance aux Limbourgeois qui reviennent à 2 points. 69-67 à 7 minutes de la fin. Le scénario catastrophe est tout écrit. L'Union doit se reprendre. À 4 minutes du buzzer, les Limbourgeois commettent l'erreur de penser qu'en cassant le rythme, qu'en commettant des fautes, les Renards vont sombrer. Mais depuis la ligne des lancers francs, les Potter, Bayer, Volchik et autres De Saveur évitent le pire. Monceau garde de justesse la tête hors de l'eau et s'impose finalement dans la douleur 85-78. Mardi soir, à Étain-Puy en Coupe de Belgique, les Borins ne devront pas oublier de jouer 40 minutes, faute de quoi. Le 20... Alost, qui n'est plus que l'ombre de l'équipe que nous avons connue cette dernière saison, mais qui à domicile et avec l'apport de son public est capable de bousculer n'importe quelle équipe. La différence entre Hoddle Hodge et Jim Potter, le premier est américain, le second est belge depuis cette semaine. Un plus certainement pour l'Union Monceau, mais cela n'empêche pas Alost de dominer les 2 premiers cartons. Vucevic, une ligne de mire redoutable encore à 42 ans, Viskovic ou Mason, un laxisme défensif inexcusable des visiteurs. C'est encore un peu en défense qu'on oublie à faire
chacun notre mission. Je veux dire, on avait dit la clé c'était les deux, c'était Vujovic et Mason, les deux ailiers. Ils marquent ensemble le premier mi-temps, ils marquent déjà 24 points. C'était trop. Et l'écart culmine à 11 unités pour Alost, 41-30. L'Union Mons refait une partie de son handicap, 46-39. Des Borins pourtant pas fiers au retour au vestiaire. Moi, j'ai jamais vu le coach comme ça dans le vestiaire. Il était vraiment fâché. Il avait raison. Il a dit que nous, comme moi et Dames, à l'entraînement cette semaine, tu es obligé de regarder pour l'Américain Mason et Vujovic. Et je pense qu'on n'a rien fait pendant le premier mi-temps en défense. Et on a un peu pensé, concentré dans le vestiaire, et on a sorti le vestiaire et on joue notre meilleure défense. Message bien reçu aussi pour Hodge. Mathias de Saveur inscrira 22 points, même total pour Anderson, mieux inspiré après le repos. À la fin du troisième quart-temps, les Montois prennent pour la première fois l'avantage. C'est le déclic. Les visiteurs infligent un 15-0 à des Alostois sans réaction. Mons joue très bien après la mi-temps et nous jouons mal. Surtout, nous shotons mal. 44% au total et 28% à 3 points. Personne ne peut gagner dans ces conditions. Le problème que nous pose notre jeu en attaque, un peu on shoot trop vite, un peu désorganisé des fois. On laisse la balle facilement aux adversaires. Donc tout ça sont les détails qui nous posent beaucoup de problèmes. Des problèmes que les Alostois risquent encore de rencontrer souvent tout au long de cette saison. L'Union Monceau s'impose 83-90, une première pour la formation énuyère qui n'avait jamais gagné au Forum. Pour Alost, est-ce la fin d'une époque? S'il se maintient cette année-ci et il commence à de nouveau construire une bonne équipe, je ne vois pas pourquoi ça sera la fin. On a le basket, on a Carnaval, on a beaucoup de bonnes choses et le basket va devenir une bonne chose. Mais le plus heureux hier soir, c'était bien Jim Potter. Très content, très content. C'est grand pour moi, pour ma carrière, parce qu'après la saison, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Alors c'est très important. Et vous allez continuer à apprendre le français? Oui. oui. Charleroi-Ostende était l'affiche de cette semaine, un match qui nous a permis de suivre quelques duels intéressants. Et si ce n'était pas le cas, eh bien Olivier Vincent vous en résume les moments importants. Avec 2 défaites pour entamer le championnat, à Mons on parlait de crise. 2 victoires consécutives pour Pepinster et on évoquait déjà les playoffs. Mais avant le rendez-vous de cet après-midi, les destins s'étaient croisés, les tendances inversées. Et c'était égalité de points que les 2 équipes sont entrées sur le terrain. Un redressement borin intervenu en même temps que la naturalisation de Jim Potter, et ça, ce n'est pas un hasard. Conclu avec Anderson, le premier quart-temps est pour Mons, 25-20. Assiste de Raskin à Vulic pour revenir au score. Assiste encore de Raskin à Samanic pour égaliser. Une interception de Raskin, bien sûr, et 2 points pour passer devant. Destin croisé, disait-on, le deuxième quart-temps est totalement à l'avantage de Pepinster, 38-47 à la pause. Un retournement de situation qui laisse Mathias de Saveur très surpris. Pepinster semble tenir le bon bout, mais sous l'impulsion de Volcic, les Borins réalisent un 24 et repassent devant. Changement encore de domination, le troisième quart-temps est pour les visités, 62-56. De quoi vraiment exaspérer le coach Pepin Niksa Bavzevic, qui a beau crier, Odelodge ne l'écoute plus. Et pour cause, il a quitté les Liégeois à l'intersaison pour rejoindre Mons. Mais puisqu'il reste encore un peu de logique dans ce match, le quatrième quart-temps est bien évidemment remporté par Pepinster. Grâce encore à Benoît Raskin, 3 points, puis une interception. Pour remettre ses couleurs au commandement, il faudra un tout grand Jim Potter plein de sang-froid pour arracher l'égalisation et la prolongation 74-74. Jim Potter, pour son premier match avec son nouveau passeport au Hall de Jeu Map, a réalisé le match parfait, 32 points dans la raquette et à distance, avec un pourcentage vraiment excellent. Ajoutez 10 rebonds et dans la prolongation 8 des 14 points de son équipe, et vous comprendrez que c'est lui qui a finalement donné la victoire à son équipe, 88-82. La touche de spectacle est pour Anderson et la bonne affaire au classement général pour Yves Defraigne et l'Union Monceau. Autre et Jean-Marc Jaumin se retrouvaient à l'occasion de ce match aller que nous résume François Lizen.
Il n'y a pas grand-chose à redire sur la prestation de l'Union Montseno tout au long de la première période. En étant convaincus qu'ils n'ont rien à perdre, les Borins font jeu égal avec les vice-champions d'Europe en titre. C'est le plus souvent à distance que les Renards parviennent à s'illustrer, tandis que du côté andalou, les pénétrations suffisent pour conserver quelques unités d'avance. Omniprésent sous les anneaux, Bernd Wojcik confirme qu'il est bien le meilleur transfert ennuyé. Inscrit sous nationalité américaine en Coupe Corach, le néo-belge Jim Potter est lui au four et au moulin. Le score à la mi-temps 35-41, Montseno joue son meilleur basket. Le constat est évident, Malaga n'est pas assez présent au rebond. Malkovic décide alors de placer la grosse artillerie. Le Croate fait tourner son banc. Petruska et ses 2,08 m montent au jeu pour faire régner l'ordre dans la raquette. Wojcik et De Saveur sont eux vite comptés à 4 fautes. À l'entame du dernier quart-temps, l'avance andalouse est de 18 points, 47-65. L'Union semble sombrer, mais en puisant dans ses ressources, elle refait surface. Potter, nouveau point de Ronny Bayer, 11-0 qui enflamme les Halles. Et après, ils ont fait un niveau un peu plus haut et on ne sait pas le suivre. Ce n'est en effet qu'un feu de paille. Bozidar Malkovic retire Jomain qui n'aura au total joué que 12 minutes. Mustafa Sonko le remplace. Le calvaire borin peut commencer. Dans les 7 dernières minutes, Malaga asphyxie son hôte en signant un 4-30. Score final 62-95. La cause est entendue. Je trouve que c'est une bonne équipe. Puis bon, ça va être encore un match difficile chez nous à Malaga. Donc il va falloir jouer avec beaucoup plus de vigilance. Même avec 33 points d'avance. Même avec 33 points d'avance, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Cela n'a jamais fait l'ombre d'un doute pour personne. Dans une semaine, l'aventure européenne de Montseno se terminera bel et bien en Andalousie. Ses ambitions. Deuxième au classement, les Montois accueillaient au Halles de Jemap Gand, Samuel Grulois. Allons directement au fait. Gand a perdu 94-76 face à une solide équipe de Montseno. Gand qui n'a jamais vraiment trouvé ses marques. Qu'est-ce qui vous manque finalement pour titiller un peu plus le haut du classement? Un Potter. Potter, c'est un gars, si rien ne va, eh bien, on donne le ballon à Potter et il va faire quelque chose avec, c'est tout. André Mas a vu le même match que nous hier soir au Halles de Jemap. Jim Potter est le maître à jouer montois. Quand il est sur le banc, les Renards jouent moins bien. Quand il est sur le parquet, tout va comme par enchantement beaucoup mieux. Jim Potter, hier soir, c'était l'homme aux 17 points dans les 2 premiers quarts-temps. Potter ne fut pas le seul à crever l'écran contre Gand. À ses côtés, devant lui, derrière lui, partout en fait, il y avait Mathias De Saveur, 22 points. Aujourd'hui c'était moi, peut-être la semaine prochaine c'est un autre, mais je pense plus important on a gagné, j'ai bien joué et peut-être la semaine prochaine c'est un autre jour. Potter, De Saveur, ce sont donc des valeurs sûres à Montseno. Montseno qui devient dans la foulée une équipe sûre du championnat. On a assez de joueurs pour faire de rotation. On sait que le niveau et le niveau de l'intensité va rester le même. Et ça, je pense, à la fin, ça va toujours donner un plus contre les autres équipes. La double gifle de Malaga est donc oubliée, place maintenant au championnat. Du côté de Gand, l'Europe, on n'en parle même pas. Face à une équipe européenne, justement, les Gantois n'ont pourtant pas été ridicules du tout. On peut dire que c'est, sans être méchant, la différence entre les grandes équipes et les petites équipes? Bien sûr, c'est juste ça, mais on doit travailler avec les gars qu'on a. Et on a un petit budget. Mais je suis fier de coacher cette équipe et je suis fier de ces gars-là. Ils ont défendu formidable, mais ils étaient un petit peu trop petits contre Montseno aujourd'hui. Gand doit donc encore grandir. Les Montois ont eux presque achevé leur croissance. Ils sont co-leaders du championnat. Et ce samedi, au Halles de Jemap, l'équipe d'Yves Defraigne recevait Wevelgem qui restait sur 3 victoires consécutives. Un test important et sérieux pour les Montois. François Lizen. Les premières minutes de la rencontre sont équilibrées, mais bien vite, l'Union Montseno domine le rebond. Odell Hodge maîtrise, lui, la raquette. Après 4 minutes, les Ennuyés signent un 9-0. Antonio Kitt et Dusan Edic sont les seuls à pouvoir répliquer, mais eux aussi vont bientôt craquer. Un vent de folie vient en effet balayer les Halles de Jemap. Les Renards entament le deuxième quart-temps par un 16-2 en l'espace de 180 secondes. Hors du coup, Wevelgem en perd son basket. On n'était pas prêt du tout. Parce qu'on savait comment ici à Mons ils jouaient, ils font le tempo, ça va vite.
Ils étaient très forts sous l'anneau, mais on n'était pas prêts du tout. Dans l'autre camp, le niveau est très élevé. Montseno signe sa meilleure première mi-temps de la saison. 70% de réussite au-delà des 6,25 m. Des pénétrations meurtrières. Mathias De Saveur, 20 points. Tout comme Dame Sanderson, une défense intransigeante et un collectif surpuissant. Tous les joueurs du banc participent à la démonstration. À la pause, le score est sans appel. 63-31, exceptionnel. Deuxième carton? Ah ouais. Bon, mais ça n'a pas continué. Ouais, rien à dire. Ces 32 points d'avance, les Borins ne seront pas capables de les gérer. La concentration et l'envie de bien jouer ont disparu. Les Hennuyers forcent leur shot. Ils ont la tête ailleurs. Tout profit, bien évidemment, pour les Flandriens qui entrent enfin dans la rencontre, poussés par un Grégory Harris qui se balade. Sur le terrain, 28 points pour le distributeur américain. Gardiner et Starcevic s'illustrent à distance. C'est principalement depuis la ligne des lancers francs que Montseno inscrit ses quelques paniers. À l'entame du dernier carton, l'avance n'est plus que de 12 points. Et l'ambiance a changé de camp. On était très agressif en défense, on courait et on a marqué à 3 points aussi. Et il nous a manqué un peu de chance pour, disons, finir le match. Les Renards parviendront à maintenir la tête hors de l'eau. Ils conserveront 10 points d'avance pour finalement s'imposer 98-88 et décrocher une 6e victoire consécutive en championnat. Depuis le début de saison, il y a une chose que Montseno n'est pas encore parvenu à faire, jouer 40 minutes avec la même concentration et la même intensité. On n'était pas super concentrés, mais si on veut faire une équipe et faire quelque chose cette année, on est obligé de faire 40 minutes. Mais je pense maintenant, c'est dans notre tête. C'est pas la faute du coach parce qu'il lui a encore dit dans le vestiaire. Mais je pense qu'on oublie faire nous-mêmes et regarder dans le miroir et on va voir. Le comité de Pepinster a mis l'actualité de ce dimanche. C'était le derby entre Liège et l'Union Mons et nous des Montois qui restaient sur 6 succès consécutifs. Une rencontre que vous avez peut-être suivie en direct cet après-midi sur la 2. Si ce n'était pas le cas, Olivier Vincent vous en résume les moments importants. Un peu de spectacle avant la rencontre, il fallait en profiter car le match en lui-même fut de faible qualité. Ce n'est pas la faute des jaunes, Fléron, promu de D2, est devenu Liège pour évoluer dans la très belle salle du Sartillement. Emmené par le jeune américain Tyson Patterson, 22 ans, qui alimente les vétérans que sont Maxwell et Mitchell, toujours aussi accrocheurs sur chaque ballon. De quoi énerver les Montois. Jim Potter en premier, ce n'est pas l'habitude de celui qui fut le meilleur, encore une fois, de son équipe avec 26 points. Mark Shields, élu meilleur joueur luxembourgeois de l'année sans pitié. À la pause, c'est 47-34. L'Union Montseno passe à côté du match. Son président, Guy Lheureux, ne l'est pas vraiment. Je pense qu'on a accumulé tout ce qui peut se faire de mauvais, des pertes de balles, des ratés de lancers francs, un mauvais jeu, mais enfin, la semaine dernière c'était le contraire, alors ici je dis toujours, il y a 2 mi-temps. Et tout d'abord en 3e quart-temps, à gommer de la mémoire de tout amateur de balle orange, en témoigne le score de 13-11 qui sanctionne ces 10 minutes de non-basket. Liège, plus accrocheur, maintient pourtant l'écart en profitant des boulevards laissés dans la défense montoise. Marc Maxwell, 15 points et 10 rebonds, sera le plus en vue côté visité. Les visiteurs, eux, ne pourront guère compter que sur Jim Potter, qui inscrira presque la moitié des points de son équipe. Score final 84-70, c'est la fin d'une série de 6 victoires pour Mons. C'est la 3e par contre de rang pour le coach de Fléron, Yvan Fassotte, et à ses yeux c'est la plus belle. Dans un derby wallon, une agréable surprise que cette équipe de Liège, qui a déjà prouvé qu'elle méritait bien sa place sur les parquets de D1. Les gars étaient fabuleux du début à la fin. On a eu un petit relâchement au 3e quart-temps, mais c'est normal, c'est compréhensible. Enfin, la prestation qu'on a fait, même dans mes rêves les plus fous, je ne croyais pas voir ça. Recruter Gary Collier, une vieille connaissance de notre championnat de Belgique. Ce samedi, les Montois recevaient au Hall de Jemap Bray qui, après un début de championnat tonitruant, restait sur 4 défaites d'affilée. François Lizen. Ancien joueur d'Anvers et d'Ostende, Gary Collier a débarqué au Hall de Jemap pour remplacer Demus Anderson. Pour l'ailier américain, en guise de baptême du feu, une joute offensive contre des Limbourgeois désireux de se refaire un moral. Mons et Bray, c'est 2 équipes qui, dans le championnat, qui est une des meilleures offenses dans le championnat. Ça veut dire que tu dois
et tu dois avoir un score très haut. La preuve, 205 points inscrits hier soir d'emblée. Par ces 3 bombes, Bayer répond à Watson, le ton est donné. Watson fight d'un côté, Bayer Potter de l'autre, sans oublier un très bon Hodel Hodge sous les anneaux. Premier écart, 29-24, c'est évident, bagarre il y aura. Offensivement, à distance ou en pénétration, les deux équipes sont au point, mais les pertes limbourgeoises profitent à l'Union et à Mathias de Saveur, égal à lui-même. La défense de Bray n'est pas des plus efficaces, les fautes sont nombreuses. Montseno accumule les rebonds offensifs, son jeu est rapide, précis et efficace, 56-52 à la pause. Quand tu penses que tu peux gagner un match en marquant, tu fais fausse route. Dans le troisième quart-temps, notre défense a été parfaite, mais dans le dernier, nous étions en problème de faute, et ça, c'est à cause de nos 2 premiers quart-temps. Bray resserre en effet sa défense, l'effet est immédiat, Mons passe difficilement, tandis que Fight, 20 points, et Watson, 29, s'illustre à nouveau. Les Limbourgeois impriment le rythme et prennent logiquement l'avantage en signant un 0-9. Le Marquard affiche 76-77 à l'entame des 10 dernières minutes, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Troisième carton, je joue pas bien, j'ai un peu fatigué, mais le quatrième carton, mon équipe passe le ballon à moi et j'ai fait le shot. Alors, Adroitement servi par Ronnie Bayer, Big Jim inscrit 17 points en 9 minutes, 34 unités à son compteur personnel, 27 à celui de son distributeur. 4 joueurs de Bray rejoignent le banc pour 5 fautes. Seul Watson ne peut rien faire. Merci Potter. On voit Jim Potter qui veut t'aider cette équipe, qui veut gagner, et c'est le Jim qu'on aime. Score final 105, 104e défaite consécutive pour Bray. Nouveau succès pour la meilleure attaque de la compétition qui est prête pour son prochain déplacement à Charleroi. Numéro 6, Mathias de Saveur. Le numéro 7. 10e journée de championnat en division 1 avec la surprise de la journée. La défaite d'Ypres en déplacement à Alost, 90-86. Victoire de Gand contre les Atomics, 86-73. De Liège. Compagnie de Liège. Cet après-midi, les Montois recevaient au Hall de Gemap des Atomics, toujours à la recherche de leur équilibre. François Litzel. 0-6, les Atomics annoncent d'emblée la couleur. Ils sont venus à Gemap pour décrocher enfin une deuxième victoire cette saison. Les Tunia donnent le ton dans la raquette. Meulart et Weissler lui emboîtent le pas au-delà des 6,25 m. 8 points d'avance après 10 minutes. Légèrement touché à la cuisse, Bayer n'est pas en pleine possession de ses moyens. Potter est grippé, Everstraat est sur le banc à cause d'une entorse. Cela fait beaucoup. Montseno n'emmène pas large, mais Volchik empêche le naufrage. 20 points en première mi-temps et 45-48 pour les Bruxellois. On n'avait pas la même motivation comme des autres matchs, parce que c'était peut-être comme Bruxelles, mais je pense pas que c'était la raison. On était un peu nerveux. Aucun signe de nervosité en revanche chez les visiteurs, même quand les Hennuyers prennent l'avance après 23 minutes, 53-52 grâce au lancer franc. À cet exercice, les Montois sont meilleurs que leurs adversaires qui ne profitent pas des nombreuses fautes boréennes. Mais le collectif bruxellois va faire la différence. La fin du 3e et le début du 4e quart-temps est marqué par un 0-11. Hodge, Bayer, Volchik et Collier comptabilisent 4 fautes. À 6 minutes du terme, les Atomics mènent de 10 points. Pour ne pas changer, c'est Mathias de Saveur qui pousse les siens à réagir. Il enchaîne les paniers et soigne sa moyenne. 25 points cet après-midi pour le combattant des Halles. Weissler continue lui de son côté à s'illustrer. 20 points, mais Hodel Hodge veille au grain. Sa présence sous les anneaux permet à Mons de décrocher la prolongation. Après un 7-0, le score 86-86. Les 5 minutes complémentaires vont être marquées par des décisions arbitrales parfois étranges. La pression est encore plus forte, le suspense est à son comble. La fébrilité des Atomics dans les moments importants va permettre à Mons de faire la différence. Bayer et Potter sauront gérer une fin de rencontre palpitante, très discret. Pendant 40 minutes, ils offrent au lancer franc une victoire qui n'est pas des plus méritées. Ça va être dur de continuer, surtout en perdant comme ça après prolongation. Hein. C'est une grosse déception pour nous tous. 92-90, l'Union passera les fêtes au chaud. Des jours en grève, des retards de paiement. Affichait au compteur 10 victoires pour 2 défaites. L'Union Mons et Hainaut craignaient donc ce déplacement à la côte belge.
Et pourtant, ce sont deux ex-ostendais qui impriment le rythme à ce début de partie. Mathias de Saveur, de retour à l'Arena Mister V après un passage à Gravelines, et Ronny Bayer, qui retrouve ses jambes de 20 ans. L'Union Montseno n'est pas venu faire de la figuration à la côte belge. Holden et ses partenaires l'ont bien compris. Ostende va faire la différence après le premier quart-temps. Aujourd'hui, à l'intérieur, on n'était vraiment pas là. Tu as vu à côté d'Ostende, tu as vu Praxevicius, Van de Spiegel, même les autres joueurs. Ils ont dominé notre joueur à l'intérieur. C'est déjà quelques semaines, c'est comme ça. J'espère que notre joueur à l'intérieur va changer un peu et mettre toute la confiance en eux-mêmes. Mais je pense aujourd'hui, on s'en était trop fort pour nous. Analyse et constat lucide de celui qui a de nouveau intégré le giron de l'équipe nationale Ostende. Joue collectivement, rapidité d'exécution, jeu intérieur percutant, soit tout le registre qui est passé en revue. Le détonateur de ses attaques dans le deuxième quart-temps, Mike Doyle. Peut-être, offensivement oui, mais je crois que ça commence avec la défense, pour nous. Et avec la défense, on commence à ouvrir le terrain pour 3 points ou intérieur. Bref, dans tous les compartiments du jeu, Ostende domine des Montois, incapables de hausser le ton. Plus 5 au repos, l'écart monte à 16 unités dans le troisième quart-temps. Le bloc ostendais séduit, Thomas Van den Spiegel confirme, mais le MVP de la rencontre, c'est... Pour moi, c'est presque Vicius parce qu'il a fait un match extraordinaire aujourd'hui. Et des statistiques assez impressionnantes aussi. Je n'ai pas encore vu les statistiques, mais je sais qu'il n'a pas raté trop de shots et je crois qu'il a marqué un 25 points, quelque chose comme ça. Alors, 24 pour être tout à fait précis, mon cher Thomas. 11 sur 16, à 68% de réussite, 16 rebonds. Tout cela en 39 minutes de jeu. Des images qui se passent de tout autre commentaire. Ça se joue sur quelques minutes, je pense, parce qu'on revient sur 7 points. Si ce moment-là, on joue un peu plus malin, on sait réduire l'écart. Et je pense que ce moment-là, il y a un autre match. Oui, d'accord, mais quand on ne joue pas plus malin, on se prend une gifle en pleine figure. Score final, Ostende 85, Union Montseno 67. Ostende conforte sa place de leader, une position qui n'ébranle pas l'énigmatique Virginius Praxevicius. Samedi soir, à la Coupole, Charleroi recevait Union Montseno. Anvers, c'était donc l'affiche de la 15e journée de championnat en Division 1. Victorieux cette semaine à Belgrade, en 8e de finale allée de la Coupe Saporta, les Anversois venaient défier les Montois au Hall de Jemap. François Lizen. Ronny et Paul Bayer face à face l'espace d'une soirée, c'était une des attractions de cette tête d'affiche. Mais Mathias de Saveur leur volera vite la vedette, il a d'emblée la main chaude. Pourquoi? Pour entre autres ceci. 3 paniers à 3 points l'espace de 3 minutes. L'homme en forme de Montseno donne le ton. La réplique vient de Otis Hill. Ses 2,04 m ne l'empêchent pas de passer partout. L'Américain domine la raquette. Côté Nuillé, les contre-attaques sont déjà rondement menées. Jim Potter a lui aussi trouvé la distance. 26-30 à l'issue du premier quart-temps. Le shot à 3 points, Jim Potter, Mathias de Saveur, ils ont bien fait. Il n'y avait pas une shot forcée. Et ça c'était bien. Très bien aussi, voilà ce que mentionne le bulletin de la défense montoise. Hodel Hodge en profite pour se distinguer en inscrivant un 9-0 en 2 minutes. Montseno prend pour la première fois les commandes. 40-34, le jeu du chat et de la souris débute de façon spectaculaire. Sean Stonerook a beau s'illustrer de bien belle façon, rien ne perturbe les joueurs d'Yves Defraigne qui sont en pleine confiance. Le jeu est rapide, parfois trop rapide pour des Anversois qui ne parviennent pas à combler leur retard. 48-43, c'est le score à la pause. Premières 10 minutes, on ne sait pas courir comme normal, mais le deuxième quart, on vraiment court, on joue le fast break et avec ça, on veut un peu de problème.
On ne change pas une équipe qui gagne et une tactique qui paye. La machine Boren reste bien où il est, tant à distance qu'en pénétration. La collectivité enflamme les halles de Jemap et le basket semble parfois bien facile dans le camp adverse. Paul Bayer et John O'Connell sont les seuls à maintenir la tête hors de l'eau. L'écart est de 7 points avant la dernière ligne droite. On savait ça d'avant, que ça va être un match très physique. Et à la fin, c'est la concentration qui diminue et on a payé ça au lancer franc. À cet exercice, la moyenne anversoise a été pour le moins catastrophique. 5 sur 16 dans le dernier quart-temps. C'est là que s'est faite toute la différence. Toujours aussi concentrés, les Montois, eux, n'ont pas tremblé et leur victoire 87-78 est méritée. Chaque semaine, les playoffs sont plus près et le pool, la situation maintenant, le top, le premier 4 places, ça va être très important pendant le playoffs. Et perdre ici contre un candidat de playoffs, ça fait mal. Un succès contre Pepinster en coupe, Louvain semble... Voici Paul, le numéro 7 d'Anvers. Ce sont deux meneurs, ce sont les frères Bayer. Paul a bien joué aujourd'hui. Oui, très bien joué. L'épreuve, il était en forme. Et l'épreuve, il est, je pense, un des meilleurs marqueurs cette année dans la première division. Paul, Ronny a bien joué aujourd'hui? Oui, ils ont gagné. Alors lui, c'est le meilleur ce soir. Duel fratricide pour une tête d'affiche entre deux équipes en forme. Rencontre parfois spectaculaire, toujours très disputée et d'un excellent niveau. Côté Montois, c'est une nouvelle fois le collectif qui s'est illustré. Les habituels de Saveur et Potter ont nourri le marquoir. Côté anversois, Paul Bayer et Otis Hill ont été les meilleurs. La différence s'est faite au lancer franc. Dans le dernier quart-temps, les Métropolitains en ont manqué 11 sur 16. Beaucoup trop pour espérer empocher les 3 points. Cette soirée propagande pour le basket s'est soldée par une victoire montoise indiscutable. 87-78, l'aîné a gagné. Hasselt, Union Mons Hainaut, le match piège par excellence pour les visiteurs. Patrick Michaud. Louis Castel s'est ému, se définit volontiers comme maudit après la défaite d'Hasselt, battu 100-102 par Mons-Hainaut. Tout le monde me connaît, j'ai toujours su quoi dire après un match. Après 25 ans, j'ai toujours eu une réponse. Maintenant, j'ai plus de réponse. Je ne sais plus quoi. C'est une défaite un des plus lourdes de ma carrière. Le coach de la formation labourgeoise se souviendra sans doute encore longtemps des images d'un match au retournement de situation fréquent. Mons-Hainaut, maillot blanc, prendra un bon départ sous l'impulsion d'un Jim Potter, auteur de nombreuses réalisations. Les Nuillets survoleront les débats jusqu'à la 25e minute de jeu, moment où ils compteront jusqu'à 16 points d'avance. Blessés dans leur amour-propre, les joueurs de Castel se réagiront alors de manière énergique. Accrocheurs et volontaires à souhait, ils combleront petit à petit l'écart. Stansbury à son meilleur niveau et le nouveau renfort américain Brian Bazemore démontreront toute l'étendue de leur talent. De son côté, Mons-Hainaut se passera régulièrement des services d'Odell Hodge de peur d'être sanctionné défensivement. À l'issue du 3e quart-temps, Hasselt, revenu à une longueur, revit et sème le trouble chez son adversaire. En basket, il faut que tu domines le rebond, que tu domines à l'intérieur. Et aujourd'hui, on n'a pas su faire parce qu'avec les problèmes de foot. Alors c'est normal que le doute s'installe un peu. Les 10 dernières minutes donneront lieu à un étonnant chassé-croisé où les deux formations mèneront tour à tour le bal. Après une nouvelle avance de 6 points en faveur de Mons, Krieger fera 90-87 pour Hasselt avant que De Saveur n'arrache à 90 partout une égalisation synonyme de prolongation. Les Limbourgeois domineront encore les 5 dernières minutes avant d'être rejoints et même dépassés sur un coup d'éclat de l'incontournable Mathias De Saveur, auteur du 100-102 à la dernière seconde. Tu as les moyens de gagner avec 10 points à 2 minutes à la fin par des lay-ups, par des shots faciles, par des coups francs même.
et on ne peut pas gagner. C'est parce que j'ai fait de mal, mais y a le diable qui joue avec, je pense, mais c'est plus une semaine, ça fait déjà des mois. Monceneau, véritable révélation de la saison, confirme avec cette nouvelle victoire son excellente position au classement. Pour le coach de Mackeleu, Raphaël Hopsommer, le rêve était devenu réalité. Récit d'une journée pas comme les autres en compagnie de Frankie Stas. Ça fait à peu près 20 ans que je suis sur un terrain comme coach avec certaines interruptions, mais une vingtaine d'années en tout. L'avantage quand on coach, c'est qu'on est sûr de faire son match comme joueur. On poireaute parfois pendant tout un match sur le banc. Si on se tape un long déplacement pour rester sur le banc tout le match et qu'on s'y attend pas trop, c'est parfois très frustrant. Comme coach, on est quasiment, enfin on est sûr, à moins de gros impondérables, de faire son match chaque fois qu'on arrive. Alors à Mons, qui vous fait le plus peur? Tous. Je crois que tous les joueurs de Mons sont capables de jouer chez nous largement dans le 5 de base. Maintenant, je crois qu'il y en a 3 qui dominent et surtout par la vitesse qu'ils peuvent imprimer à un match, c'est Bayer, De Saveur et Potter qui seront les 3 joueurs à parvenir à empêcher de courir. Si on parvient eux à les empêcher de courir, on aura peut-être une chance. Alors Raphaël, c'est la mi-temps, 53-65, qu'en pensez-vous? On va essayer de peut-être un peu revenir, ça nous ferait plaisir. Et puis après, on continue à se faire plaisir. On a déjà 8 joueurs sur les 10 qui ont marqué. On va essayer que les 10 marquent au moins 2 points. Et comme ça, tout le monde se sera fait plaisir aujourd'hui. Raphaël, match terminé, 77-114. Vous attendiez un score un peu moins sévère ou vous n'êtes pas déçu? Non, déçu on ne peut pas l'être, hein. C'était la fête. Ceux de Mons à la fin ont creusé un peu l'écart. C'est dommage que ce soit si grande ampleur, mais c'est pas grave du tout. Et donc le programme d'aujourd'hui d'après-match? Rien, on boit un verre tous ensemble, on fait de ça et ceux qui travaillent tôt demain rentreront tôt, les autres ils m'accompagneront peut-être jusqu'à un peu plus tard. Avertissement pour les Montois avant la venue au hall de Jemap d'Alost, pas vraiment au mieux de sa forme. François Lisette. La victoire de Mons hier soir est somme toute facile à expliquer. Beaucoup de points positifs et tout d'abord mention très bien à Hodel Hodge. Après sa mauvaise prestation le week-end dernier à Hasselt, le pivot a pris le taureau par les cornes. Avec Jim Potter, nous sommes venus 2 heures plus tôt pour nous entraîner, courir beaucoup et développer un jeu rapide. C'est dans mes cordes et ça me permet de bien jouer, me donner à fond. C'est bon pour moi et pour mes coéquipiers. Hodge s'installe dans la raquette, il domine le rebond et inscrit 12 points dans les 10 premières minutes, histoire de mettre tout le monde en confiance. Vucevic, Mason et surtout Sergent sont déjà les seuls à pouvoir réagir. Au fil des minutes, le jeu borin s'accélère, les têtes se mettent à tourner. Dans le jeu intérieur, les Alostois n'ont pas voix au chapitre. Ils étaient très forts au rebond. Nous avons eu un peu de difficulté pour fast break parce qu'on n'a pas eu assez de rebonds. Alors, le résultat était avec un grand écart de 15 points. Alors, après, c'était difficile. Le fast break, spécialité des Montois qui inscrivent des paniers faciles tout en soignant leur défense. Alost tente de garder le contact à coup de 3 points, mais c'est déjà 57-41. Au repos, le début de seconde période ruine les derniers espoirs visiteurs. Un dunk de Potter suivi de 4 bombes. La cause est entendue, la machine montoise tourne à plein régime. Mais on est bien préparé, je pense, François, de notre physical prépareur et Jürgen ont fait un bon boulot avec nous. On a en plein confiance et conditions. Yves Defraigne fait jouer tout son banc et son équipe soigne le spectacle. Courageux, les Alostois essayent de limiter les dégâts. Mason s'illustre au-delà des 6,25 m. Mais avec Vucevic et Sergent, l'Américain ne peut lutter contre un groupe de 10. 5 Montois hier dans le double chiffre. On a senti surtout un collectif, des joueurs qui prennent plaisir à jouer, qui prennent surtout plaisir à jouer ensemble. Je crois qu'à l'image peut-être d'un Mathias De Saveur qui se met vraiment aussi au service de ses coéquipiers, qui distille quelques assists, un peu comme un Ronnie Bayer. Je crois que ça c'est un peu aussi la clé de la réussite, c'est avant tout le collectif. Rien à redire donc sur ce succès des Montois, 178 le jour des 35 ans du capitaine Ronnie Bayer.
du père. Les Pépins en grande forme restaient sur 6 succès consécutifs. L'Union Montseno, impressionnante ces dernières semaines, à l'image de Mathias De Saveur, voulait briser cette série. À Ouigné pour Basket One, Pierre Capard. Ambiance des grands soirs samedi soir dans les tribunes du Hall du Peur. Il faut dire que le spectacle était au rendez-vous sur le parquet. Ce derby wallon aura tenu toutes ses promesses. Je crois qu'aujourd'hui, l'amateur de basket, le supporter des deux camps, aussi bien que l'amateur neutre, a vraiment vécu un très très beau match. Un match avec beaucoup d'engagement. Je dirais qu'en fait, bon, c'est un match qui peut basculer dans un camp ou dans l'autre. Mais compte tenu de la fin de match, je crois qu'il faut admettre la victoire de Pépin-Stère. Pourtant, l'Union Montseno, bien que privée de Mathias De Saveur, victime d'une entorse, entame le match sur les chapeaux de roue. 0-10 après 4 minutes de jeu. Les Montois impressionnent alors qu'à Pepinster, c'est plutôt la consternation avant la montée au jeu de Benoît Rasquin. Je pense qu'il a vraiment donné beaucoup de tempo à l'équipe. Il lui a donné vraiment cette pêche qui nous manquait certainement au début de match et il nous a apporté exactement ce qui nous manquait, en tout cas en attaque. On a eu un très mauvais départ. C'est vrai que mon entrée au jeu a contribué un peu à redresser le marquois. C'est vrai que sur le point de vue personnel, c'est très satisfaisant. Maintenant, je crois que c'est vraiment un groupe encore aujourd'hui qui a gagné. Le distributeur liégeois sera toutefois le catalyseur de Pepinster. Benoît Rasquin va hausser sensiblement le rythme, multipliant les assists, tout en se montrant efficace dans ses tentatives. Pepinster revient dans le parcours, 19-22 à la fin du premier quart-temps, et cela malgré la détermination d'Huddle Hodge dans la raquette, hyper motivé pour son grand retour à Pepinster. Vous savez, j'étais super motivé. J'ai joué ici à Pepinster ces 2 dernières saisons et je ne voulais surtout pas louper mes retrouvailles avec les supporters. Contrairement au match aller, j'ai joué à mon meilleur niveau ce soir. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour gagner. Malgré la prestation convaincante de Hodge, Pepinster prendra l'ascendant grâce à sa maîtrise du rebond avec un Chris Aslam impérial, probablement la clé du match. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux équipes. Seulement, ils ont pris plus de rebonds de nous offensifs. Et si tu veux des matchs comme ça, dans le niveau comme ça, tu es obligé de dominer les rebonds. Et on n'a pas fait aujourd'hui. Au repos, Pepinster mène de 4 points, 47-43 avec ce panier de Rasquin on the buzzer. Les Borins seront surtout dangereux à distance avec Collier ou encore Ronnie Bayer. Mais à Pepinster, l'organisation et le collectif ne sont pas des 20 mots. 71 partout à l'entame du dernier quart-temps. Plus lucides, les Pépins, toujours supérieurs au rebond, vont émerger dans le money time. Finalement, les visités s'imposent logiquement. Une 7e victoire consécutive pour Pepinster qui apparaît comme l'équipe du second tour. C'est très bien, ça fait plaisir, surtout contre une équipe de monstres qui est très très forte. Je crois qu'on continue au tableau de marche, tant mieux. Maintenant, restons humbles et prenons, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, match par match. Au vu de cette rencontre, Pepinster et l'Union Montseno ont en tout cas rappelé qu'il faudra également compter sur eux, de bon augure pour les playoffs. Charleroi qui se déchaîne, Fassot, lui, se désole. Ellis scelle le score de la partie, 98-66, 32 points d'écart, le retour en principauté, une partie de plaisir en perspective pour les Carolos. Union Mons, une partie que l'on pensait équilibrée. Hodge, 16 points, 7 rebonds, le croyait aussi. 43-44 au repos du pont. Avec 25 points crucifiés les Montois, Bart apportait la touche spectaculaire à l'intérieur, sans oublier Larry Davis. Score final 90-76. Ypres a pris une option sur les demi-finales de la Coupe de Belgique. Le dernier pour Wevelgem, un nouveau revers était synonyme d'adieu définitif aux playoffs. Pour l'équipe de l'Union Mons-Hainaut, une défaite risquait d'hypothéquer une 4e place de plus en plus prisée par les formations d'Ypres et de Bray. Pas de ronde d'observation pour les Flandriens dans ce début de partie. Conscients de l'importance de l'enjeu, ils portent immédiatement le danger dans le camp visiteur. Kitt s'infiltre, Starcevic se positionne à distance. Antonio Kitt insiste encore. 14-10, après 5 minutes, le ton est donné. À Mons, Huddle Hodge joue les déménageurs dans la raquette. Kidd est un rien débordé dans le jeu intérieur. Collier tente, manque, retente et qui passe par là pour la conclusion. Tonto Huddle, impeccable. Ronnie Bayer, en forme ascendante, rassure son équipe. 18-25, rideau sur le premier quart-temps.
Hodel Hodge additionne les points et les rebonds. L'écart prend forme. Quand De Saveur se met à arroser au-delà des 6,25 m, attention les yeux. Une fois, deux fois. La troisième, un assist tout simplement pour Collier, irrésistible hier soir. Je veux vraiment revenir et jouer parfaitement. Je me sentais vraiment concerné par le rebond et la défense. Je voulais imposer un rythme. Je me sens très bien pour l'instant, très relax. Et j'ai de plus en plus confiance de match en match. C'est la grande différence. Collier, auteur d'un sans faute pour 27 points inscrits dans toutes les positions, il déjoue la défense adverse. Réaction de Wevelgem? Non. Maladresse à répétition. Les playoffs s'éloignent définitivement. La déception est perceptible. On a fait un match vraiment très faible aujourd'hui. J'ai pas de raison pour ça. Je dois regarder avec le coach après le match ce qu'il y en avait. Mais je crois qu'on a joué vraiment le match le plus mauvais de toute la saison ici à la maison. On peut considérer que c'était peut-être presque le match parfait, à l'exception du troisième carton, il y a eu un petit peu de manque de constance. C'est exact, c'était un peu inévitable. Wevelgem joue dans sa salle devant ses supporters. Probablement que le coach a sérieusement remonté les bretelles de ses joueurs durant la mi-temps. Donc c'est un peu une réaction logique de la part de Wevelgem. Et de notre côté, même si ça ne devrait pas arriver, on sait que ça arrive régulièrement. Un peu un manque de concentration, croyant que peut-être le match est joué. Et c'est ce qui explique cette réaction de Wevelgem en début de troisième quart-temps. Se battre pour la troisième place. Anvers perd du terrain pour l'instant et nous allons essayer de tout faire pour rester à la troisième place et espérer qu'Anvers perde quelques matchs. Voilà, c'est pour cela qu'on se bat pour l'instant, pour la troisième place. Le score final, 76-103. Un succès qui permet à l'Union Mons de revenir avec Bray à la hauteur d'Anvers, une troisième place au classement général, une position qu'il faudra chèrement défendre dans les semaines à venir. À Wevelgem, le coach Toroman prépare déjà la saison prochaine. Ainsi va la vie. Depuis l'arrivée de John Van Krombrugge, le sourire après la rencontre. Au hall de Jemap, l'Union Mons-Hainaut a fait illusion l'espace d'un premier carton avec Ronnie Bayer, mais également avec Gary Collier, 19-6 en début de partie. Coucou le revoilou, Louis Rowe is back et pas pour une timide rentrée. Pas convaincu, un coast-to-coast du meilleur effet au repos 41-36, Ypres est toujours en demi-finale. De Saveur égale à lui-même, les Montois évoluent en équipe, mais en face, Michael Huger dirige la manœuvre et qualifie finalement son équipe. L'Union Mons-Hainaut l'emporte 74-72 et peut quitter la coupe la tête haute. Reste maintenant le championnat pour les Montois. Voici les demi. Liège répondait à ce critère. Les Montois espèrent toujours décrocher une troisième place au classement général final. Liège, pour sa part, veut contester la 7e à Pepinster. Au hall de Jemap, pour Basket One, Dorian Delpature. Le duel francophone entre Mons-Hainaut et Liège était peut-être déjà la répétition d'une rencontre de play-off. Les Renards Borins sont qualifiés à coup sûr, les Liégeois devraient l'être s'ils n'abandonnent pas trop de points d'ici la fin du championnat. Au début du match, les différences entre les deux équipes se réduisent à peau de chagrin. 21-18 à la fin du premier quart-temps, 44-39 au repos. Montois et Liégeois restent inséparables, mais l'écart faible dans les points ne reflétait pas la différence entre les deux équipes. Déjà après quelques minutes, j'ai vu que c'était un autre Liège qui jouait ici. Ils n'ont pas montré les choses qu'ils ont montrées avant. Et c'était un jour sans, je pense. Et je l'espère quand même. Mais notre caractère, notre volonté de gagner a nous sauvé encore un petit peu. Mais on a manqué beaucoup de bonnes occasions, surtout offensivement.
L'écart sera plus palpable dans les chiffres après le repos. Les Borins vont éclipser les Liégeois. 23 points marqués par les Renards, 12 seulement par les Liégeois. L'addition est lourde, 67-51 au troisième quart-temps. Les hommes d'Yves de Freyne se sont ensuite laissés glisser vers la victoire. 85-72 score final. Après 4 victoires sous l'ère Van Krombruggen, les Liégeois sont passés à côté de leur match. Il n'y a que des points faibles ce soir, mais la seule chose qui m'a encore impressionné, c'est qu'ils se sont battus jusqu'à la fin. Mais on a mal shoté, on n'a pas trouvé notre bon choix. Et ça peut arriver un jour sans. Et je veux signer moi personnellement pour avoir une défaite après 4 victoires toujours. Ils avaient quand même beaucoup de problèmes avec la défense en zone. Et je pense que ça a donné quelques paniers faciles à nous. Et je pense que c'était quand même le tournant du match. Vous parlez des défauts de Liège, mais Mons avait quand même des qualités aussi ce soir. On a plein de qualités. Non, mais je veux dire, je pense qu'on a bien travaillé, on a été agressif, on était vraiment prêt pour ce match-là. On savait que ce n'est pas une équipe facile, c'est vraiment une équipe qui bat pour chaque ballon. Et on savait que ça sera un match dur. Prochain match dur entre Mons et Liège dans les playoffs, qui sait? Un match tension, avec comme enjeu la 3e place de la compétition. Dès le début de la rencontre, ce sont les Montois qui se montrent les plus précis. De Saveur et les siens rentrent bien dans la partie, présents en attaque, intransigeants en défense. Ils creusent l'écart, 14-28 à l'issue du premier quart-temps. Bray est dans ses petits souliers. Les Limbourgeois sont pris à la gorge en ce début de rencontre. Je pense un Bray qui est pas un peu motivé parce que la semaine passée, gagné à Anvers. Maintenant, joue ici contre nous, un peu relaxé. Nous prendre immédiatement le rythme, on prend immédiatement la vitesse. Et ça, c'est la différence dans le premier quart. Deuxième quart-temps, et tout continue à réussir au Montois. Tir à distance ou jeu intérieur. Mons domine dans tous les secteurs du jeu. Bray, lui, piétine. Score au repos, 35-55. On ne peut pas marquer, on a shoté 10 sur 31, je crois, le premier mi-temps, et ça c'est le problème. Et on donne tous les rebonds à Bergen. Et après la pause, changement de physionomie. Les Limbourgeois sont métamorphosés, plus agressifs, plus offensifs. Ils reviennent dans la partie 76-79 à 5 minutes du terme. Les échanges s'équilibrent. Tout est à refaire, ou presque. Nous fait une bonne réaction, jamais en panique. On contrôle le match, même quand à un moment c'est égalité. C'est nous qui contrôle le match encore. Et ça, c'est le plus important. Mons en équipe parviendra finalement à tirer son épingle du jeu. Verstraat à 3 points ou encore Collier. La victoire est collective, la victoire est belle. 94-97 score final. Les Montois s'isolent à la 3e place du classement. Si les résultats de la 23e journée, vision face à face, deux des meilleures attaques de la compétition, feu d'artifice garanti, tout portait à le croire. Bray, Union Mons et nous, l'enjeu, la 3e place au classement général. Olivier Gaspard. Bray-Mons, 94-96, il reste moins d'1 minute de jeu. Watson va à l'anneau. Faute offensive sifflée par M. de Coster. Les Montois lèvent les bras, ils savent qu'ils ont gagné la partie. Bray, quant à lui, subit sa 2e défaite à domicile de la saison. Je pense qu'en première mi-temps, on n'était nulle part, ni dans le jeu intérieur, ni dans le jeu extérieur. Et en deuxième période, ça a été beaucoup mieux. La défense était plus agressive. C'est pour ça qu'on est revenu, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Danny Herman résume bien le déroulement de la partie. Son équipe se sera en fait réveillée beaucoup trop tard. Retour sur le premier quart-temps. Une première période catastrophique pour les hommes de Vervac. Imprécis en attaque, trop laxiste en défense. Il laisse les Montois empiler les points. 14-28 à l'issue du premier quart-temps. Comment expliquer ce début de match difficile? C'est quoi? C'est la victoire de la semaine dernière qui te trotte encore dans la tête? C'est possible, oui, je ne sais pas. C'est possible. C'est un peu toujours comme ça quand tu gagnes, tu joues un très bon match à Anvers. Ici, ça commence pas bien. Oui, c'est possible. Oui. Mons, en tout cas, profite de l'aubaine. Dans le deuxième quart-temps, les joueurs d'Yves de Freyne continuent à arroser.
35-55 à la mi-temps, Collier ou Potter. Le résultat est le même, les montants ont fait le trou. À la maison ici, comme Brice, tu ne peux pas courir avec eux. Fais tout le temps les baskets. Nous on marque, eux ils marquent. Tu es obligé de faire le tour directement sur le début de match et on en a fait ça, je pense. Après la pause, changement de physionomie. Les Limbourgeois sont métamorphosés. Henriksen montre la voie à suivre. Plus agressif, plus offensif, Bray revient petit à petit dans la partie. Oui, vous savez, on n'avait plus rien à perdre en première mi-temps. On ne jouait pas bien au basket, seulement 20% de réussite. Et dans le troisième quart-temps, on a donné tout ce qu'on avait et on est revenu. Côté Montois, le troisième quart-temps est difficile. Les tirs se font un peu moins précis. Résultat 76-79 à 5 minutes du terme. Tout reste à faire, ou presque. On a joué trop lent, je pense. Le ballon ne voyageait plus de la même façon comme le deux premiers cartons. Alors on tenait trop le ballon et on voulait jouer un contre un trop. En fin de rencontre, les Montois plient, mais ne tremblent pas, à l'image de Verstraat ou de De Saveur aux 3 points. 94-97, ce sera le score final. La victoire est collective, la victoire est belle, importante aussi. Elle permet à Mons de s'isoler à la 3e place au classement. Rassuré à la 3e place et qui pourrait bien rencontrer les Carolo en demi-finale des playoffs. Jonathan Bradfer. Derby ennuyé et ambiance de play-off au hall de Jemap. Le public rivalise dans les tribunes. D'un côté, les claquettes Carolo tentent de surpasser la fanfare montoise de l'autre. Sur le terrain aussi, la lutte fait rage et le début de match est à l'avantage des Montois. Charleroi va réagir par l'entremise de Daniel Goethals pendant le deuxième quart-temps. Puis, grâce à l'Américain Michael Baptiste, particulièrement adroit, Baptiste termine meilleur marqueur avec 26 points à son marquoir personnel. Charleroi n'est pas dans un grand jour, mais ne se laisse pas distancer. Devant son public, Mons lui conserve un léger avantage, 41-36 au repos, 58-56 après le troisième quart-temps. Le match est équilibré, tout reste possible de part et d'autre. Le suspense monte dans les tribunes et sur le parquet, où personne ne parvient à creuser un écart décisif. 75-73 à quelques secondes du terme, Mons croit tenir la victoire et puis ceci, Lenny Brown décroche les prolongations. À ce niveau, le match bascule sur des détails. D'un côté, Brown manque de sang-froid. De l'autre, Jim Potter prend le match à son compte. 15 points pendant les extra-time et une victoire montoise 90-86. Explosion de joie, communion avec le public avant la fin de championnat et surtout les playoffs où assurément il faudra compter avec l'Union Monceau. Numéro de Basket One cette saison. Union Monceau Charleroi était assurément le choc de la 24e journée de championnat en Division 1. Un derby ennuyé qui avait mobilisé toute une région. Un sommet où l'on a dû refuser du monde. Au hall de Jemap, Jonathan Bradfer. Dès la mise en jeu, surprise sur le parquet, Yves Defraigne place 2 jeunes dans son 5 de base, Meindert Verstraat et Thibaut Tionk en lieu et place du duo de choc Bayer-De Saveur. En début de match, la tactique fonctionne. Le premier panier à 3 points est signé Ron Ellis. 2-3, Charleroi est devant. Mais pas pour longtemps, les Montois sont bien dans le match. Comme à Bray la semaine dernière, ils font un bon début. Mr. Hodge prend les choses en main, bien imité par Gary Collier. Charleroi lui manque beaucoup, le compteur d'Espirou reste bloqué, 7-2 puis 11-3 pour Monceau. On n'est pas bien rentré dans la rencontre, surtout au niveau du rebond. On sait que Charleroi, quand il n'a pas le rebond et qu'il ne sait pas courir, il est en difficulté. Et puis il y a eu vraiment un manque de jugeote, un manque d'intelligence de jeu. Bon, bah, c'est tout ça qu'on va, dès lundi, on va reconstruire quelque chose. Je crois qu'il ne faut vraiment pas se taper la tête au mur maintenant. L'Américain Michael Baptiste donne l'exemple violemment à la fin du premier quart-temps, puis en finesse au début du second. Il est épaulé dans sa tâche par un Daniel Goethals motivé en attaque, mais également en défense. Charleroi égalise avant de prendre l'avance 31-34. Monceau lui recherche son second souffle, revient dans la partie et reprend les devants 41-36 au repos. Charleroi n'est pas dans un grand jour. Je crois qu'on n'était pas totalement prêt pour le match du Mons aujourd'hui. Moi, ils ne m'ont pas surpris parce que je les ai vus jouer plusieurs fois cette année-ci.
Ils ont une équipe qui tourne très bien, ils ont pas mal d'individualités qui peuvent marquer, donc c'est difficile à contrecarrer leur système offensif. Et nous, on n'avait pas le fighting en défense qu'on a eu les dernières semaines. Beaucoup de tension dans ce derby wallon. Après le repos, Charleroi semble beaucoup mieux dans la partie. Les shooters sont au poste. Ron Ellis, Lenny Brown et encore Baptiste. 17 points après le repos, 26 au total. Le meilleur marqueur de la soirée. Charleroi mène 43-48. Du côté borin, on cale quelque peu. Les artilleurs sont silencieux pendant près de 4 minutes. Puis devant son public, Mons revient 58-56. Cette deuxième mi-temps est très serrée. Oui, mais après, quand le deuxième mi-temps commence, les deux équipes connaissent déjà des points faibles, des points forts. Et le deuxième mi-temps, c'est tout en tactique. Tu as vu ça aujourd'hui, la même chose. Mais je pense aujourd'hui, on battra avec notre cœur et on battra pour rester dans la troisième place. Tout va donc se jouer ici, dans le quatrième quart-temps. Il faut être adroit, tout remettre en place pour le sprint final. Le public lui aussi joue son rôle à 100%, ce qui permet à Mons de rester toujours un petit peu devant, mais sans jamais creuser un écart décisif. 75-73 à quelques secondes du terme. Juste avant ceci, c'est signé Lenny Brown, direction prolongation. À ce moment-là, c'est quand même un peu le débâcle pour l'équipe. Mentalement, c'était un peu c'est ça qu'on a vu au début de la prolongation, qu'on a un peu dans le creux. Mais l'équipe réagit bien et surtout Jim Potter. Potter va marquer 15 points pendant les extra time, beaucoup sur lancer franc. D'un sang-froid exemplaire, Potter emmène Mons sur la route du succès. Score final 90-86 dans une ambiance digne d'une finale de championnat de Belgique. Un rêve peut-être prémonitoire. Dès leur pole position, alors allaient-ils jouer crânement leur chance, ces Ostendais? Situation différente pour l'Union Mons-Hainaut, une victoire des Montois confortée, la troisième place de l'Union Mons-Hainaut au classement général. Une défaite risquait d'hypothéquer cette position privilégiée. Union Mons-Hainaut-Ostende ou déjà un parfum de play-off. Mons-Ostende, synonyme de répétition générale pour les playoffs. Vous le voyez sur le parquet, tout le monde s'entraîne avec plaisir, histoire d'être au top pour la phase finale. Les Montois veulent assurer la troisième place en gagnant. Le premier point est borin. Odelodge, mais tout de suite le leader va se montrer clair et intransigeant. En quelques minutes, 3 shoots à 3 points. Les côtiers passent devant, puis prennent le large, 11-21 et 15-28 à la fin du premier quart. La tactique est claire. Le coach nous a mis en garde sur ça. Il a dit, bon, comme c'est une jeune équipe aussi, je veux dire, comme de notre côté, je pense que si tous leurs shots rentrent au début, ils vont prendre confiance et tout ça. Et bon, ça va être de pire en pire pour nous surtout. Bon, on a essayé de les prendre par la gauche dès le départ et on a bien réussi. Mons est archi-dominé face aux qualités ostendaises. Gagnant au rebond, Ostende joue juste, mais surtout joue très vite. Vitesse d'exécution impressionnante. J.R. Holden donne le tempo. Holden, 22 points et meilleur marqueur. Mais la force ostendaise, c'est le collectif. Mons, lui, n'est toujours pas dans le coup, ne trouve pas la faille dans une défense super organisée. Les shoots sont forcés et malgré quelques coups d'éclat signés Jim Potter ou encore Gary Collier, Mons est largué 31-47, plus 16 pour Ostende à la mi-temps. C'est vrai qu'on n'a pas entamé le match à bras-le-corps comme on aurait aimé qu'on le fasse dans les halles de Jemap, même si c'est face à Ostende et même si on était conscient qu'Ostende est une fameuse armada avec des joueurs de niveau européen, ce qui n'est pas le cas évidemment chez nous. Mais je pense que tout est possible et sur un match, on pouvait quand même inquiéter Ostende. Et pour ça, il fallait plusieurs joueurs à leur meilleur niveau. Et je dirais qu'aujourd'hui, aucun de nos joueurs n'a évolué à son meilleur niveau. Pendant la pause, Yves Defraigne essaye de remettre de l'ordre dans la maison. Les Montois veulent se reprendre à l'image de Jim Potter, 11 points en seconde période. Mais de l'autre côté, les artilleurs de service sont toujours à leur poste. Ostende remet Mons au tapis et gère son avance confortable. À Mons, l'absence de Mathias de Saveur semble déstabiliser l'équipe. On ne trouve pas de solution. Regard inquiet sur le marquoir. 46-64 avant le dernier quart-temps. Ils ont gagné 23 fois cette saison et perdu 3 fois dans ce championnat. Ils ont beaucoup d'armes. Bix et Holden savent tout faire. Praskavicius joue très bien. Van den Spiegel à l'intérieur. Doyle shoot comme un fou.
Donc ils ont beaucoup d'armes et c'est difficile de les arrêter. Ostende continue à gérer avec panache, Mons est résigné et donc maladroit. Déçus, les Montois perdent 64-82 et surtout leur 3e place. Mons 4e affrontera Ypres en quart de finale. C'est un club qui vit une situation difficile. En dehors de ça, moi je me méfie quand même parce qu'il ne faut pas oublier que Ypres, c'est quand même en fait l'équipe qui est tenante et de la coupe et du titre de champion. Les Ostendais, eux, ont confirmé leur statut de grand favori. Leur premier adversaire, Pepinster. Oui, c'est un déplacement pas facile du tout. On a gagné tout juste il y a quelques semaines là-bas. Il faudra être préparé, mais on le saura. Et je crois que si on sait gagner déjà jeudi, on aura une bonne chance de se qualifier pour le prochain tour. Op eigen veld met 73-99 van Bergen. Wie de eerste 2 wedstrijden wint, kwalificeert zich voor de halve finales. Donderdag volgt de tweede wedstrijd. Geen nieuwe vluchtelingen naar het buitenland bij Ypres. De club heeft zelfs 4 tijdelijke kleine sponsors gevonden. En Michael Juger maakt de eerste Yperse punten. En dan Ronnie Bayer, aan zijn 17e play-offs begonnen. Hij speelt uitstekend en is de motor van een bijzonder snel spelend Bergen. Ronnie Bayer, 35 jaar. En kijk dan naar deze schitterende fastbreak. Die wordt afgerond door Amerikaan Gary Collier. De eerste periode eindigt op 20-36 met deze assist voor een dunkende Duitser Jurgen Maalbeck. Een gretige Louis Rowe brengt Ypres een klein beetje dichter in de wedstrijd. Maar de halfvolle zaal ziet dan weer een Bergens bombardement 3-punters. Dit is er eentje van Bayer voor een ruststand van 41-59. Gary Collier groeit uit tot de man van de wedstrijd. Werkelijk alles lukt in de tweede helft. En bij Ypres kan alleen Juger in het begin van de tweede helft nog wat mooie acties ondernemen. Maar dicht komt Ypres nooit. Gary Collier maakt uiteindelijk 35 punten, 10 punten binnen de minuut. En zo wordt de eindstand uiteindelijk 73-99. Een afstraffing voor de jongens die vorig jaar kampioen speelden. Maar ja, kijk, in de gegeven omstandigheden begrijp ik de jongens. Het zijn geen robotten, het zijn ook maar mensen. En ik vind inderdaad dat ze de laatste weken al enorm veel hebben moeten incasseren. Er was nog een andere... Basketbal heeft Charleroi met 89-85 van Bergen gewonnen. Donderdag had Bergen het eerste duel tussen die 2 teams gewonnen. Volgende dinsdag wordt de derde en beslissende wedstrijd gespeeld in Charleroi. Wie die wint mag naar de finale. Bij Bergen blijft Ronnie Bayer met een blessure aan de kant. Maar het kan wel rekenen op Gary Collier, de beste speler van de gehele play-offs tot nog toe. En dan zien we een sterke invalbeurt van David Dezy voor Charleroi. Hij komt stilaan in de buurt van zijn oude niveau. Ook Belgische punten aan de overkant van de niet geheel fitte Matthias de Saver. En dan opnieuw Gary Collier. Werkelijk onstopbaar. Nog 1 luttele seconde in de eerste periode. En dat is voldoende voor John Jerome om te scoren. 28-22 na het eerste kwart. En John Jerome die scoort ook onmiddellijk in de tweede periode. Maar aan de overkant Jim Potter en natuurlijk Gary Collier die houden Bergen in de buurt van Charleroi. Collier op weg naar zijn 30er. En dan in de tweede helft. Ron Ellis die trekt de wedstrijd naar zich toe. Hij is altijd zeer sterk in playoff-wedstrijden en hij brengt Charleroi 17 punten voor. Maar het is nog niet gedaan. 3 punten op rij voor Collier. En Bergen komt op 7 punten. Maar als de nood het hoogst is, is Jacques Stas in de buurt. Een 3-punter. En zo krijgen we een eindscore van 80-74. Het is nu 1-1. En dinsdag valt de beslissing in Charleroi. Eerste spelmaker, want Ronnie Bayer die ontbreekt met een blessure. Het is een klein kansje dat hij dinsdag zou meespelen. Maandag volgt een echografie en dan wordt er beslist. Eerste score voor de man in vorm in heel België in de playoffs, Gary Collier. Hier komt hij opnieuw. Hij vindt het bordje goed. En is in geweldige vorm. Hij heeft ook een contractverlenging bij Bergen voor de volgende seizoenen. Dus het gaat goed met Gary Collier. En hier ook een mooie score van Lenny Brown.
Amerikaan van Charleroi. En hier invalbeurt, een goede invalbeurt van David Desi. Die was Jacques Stas komen vervangen. En het ging gelijk op in de eerste periode met een fastbreak van Matthias de Saver. Niet helemaal fit. Een beetje last van een scheurtje, een spierscheurtje, maar toch van de partij. In de eerste wedstrijd was dat niet het geval. Je ziet de stand daar 12-13. Het ging gelijk op in die eerste periode, in de eerste minuten toch. Het is een heel zwakke worp daar van de tweede echte Amerikaan van Charleroi. Dan een dribbel van Thibaut Tjonke, blijft dribbelen en scoort dan. Goed gedaan. Moest natuurlijk veel spelen zoals Meinder Verstraeten met het wegvallen van Ronnie Bayer. 3 punten van Matthias de Saver. Hij schiet met scherp dit seizoen. Een kandidaat voor speler van het jaar. Matthias de Saver vorig jaar nog in Frankrijk. En nu dus bij Carignan. Maar ook scoren van John Jerome. Die nam de wedstrijd toch een beetje in handen. De eerste periode toch. Met hier een geschenkje, een assist van David Desi. Snelle paas over het parket voor John Jerome. Gaan we nog eens naar kijken. Goed vrijgelopen en Hodge die kon er alleen maar naar kijken. Nog 1 seconde in de eerste periode en dat is voldoende voor een worp en een score van John Jerome. En zo werd het 28-22 in de eerste periode die aan een bijzonder hoog ritme werd gespeeld. Er werd dus ook veel gescoord. Nog eens het fadeaway shot van John Jerome op zijn Jordans. En heel efficiënt. We zitten in de tweede periode met Meinder Verstraeten die Ellis Verschalk en boven Goethals rijdt. Meinder Verstraeten had goede momenten, ook wel mindere, maar moest natuurlijk veel werken. De man die van Gent is overgekomen. Nog eens die fase met een iets te laat reagerende Daniel Goethals. Maar die gaat dat hier goed maken, bij deze fase. Hier draait hij prachtig weg van Wojcic, onderdoor Daniel Goethals. Volgend jaar waarschijnlijk niet meer bij Charleroi. Hij kan het niet echt goed vinden met coach Botzi. Jim Potter vanuit de hoek. 3 scores oprijven op dezelfde positie. Maar toch was het Charleroi dat wegliep in die tweede periode. Ondanks deze prachtige fase van Gary Collier, helemaal opgeladen. Al 14 punten in de eerste helft. Vroeger bij Antwerpen, ook even een interim bij Oostende, dan naar Duitsland verstast bij Frankfurt, als ik het goed heb. En nu helemaal terug bij Carignan, de man in vorm, Gary Collier. Prachtig beeld overigens. En een misser van Hodge, de zwaarste op het terrein. Hij kon niet scoren. Bal dan bij David Desi, die toch stilaan naar zijn oude niveau aan het toegroeien is. 37-34, maar Charleroi zou toch wat uitlopen nog, dankzij deze Desi. Voor een ruststand van 45-34. We zitten in de tweede helft met Ellis, Ron Ellis. Als de play-offs eraan komen, dan komt Ellis in grote vorm. Heeft titels gewonnen met Charleroi en wil er graag eentje bij. En dan opnieuw John Jerome. Ellis en Jerome, die maakten de punten voor Charleroi. John Jerome topschutter met 22 punten. Goed zijn lichaam gebruiken hier tegen Collier. En dan kon ook Potter niks meer doen. Balletje goed rondgeven. Af en toe Carignan in zone kruipend. Jacques Stas opnieuw naar Ellis. En een nieuwe score. Hij nam in het laatste kwart de wedstrijd helemaal in handen. Hier komt hij opnieuw naar buiten. 3-punter van Desi. Ook hij opgeladen in die bloedhete zaal van Charleroi. Voorsprong van 12 punten. Een misser. We zitten op het einde van de derde periode. Er komt een score bij, want een prachtig assist van Desi voor John Jerome. En na de derde periode stond het dan 65-51. Door die prachtige fase met assist van David Desi voor John Jerome. Ook heel sterk aan het spelen, Jerome, ex-Oostende. En dit is schitterend.
Ja, een blinde paas à la Magic Johnson van Desi. Desi die de mooiste acties ondernam. Niet kijkend, prachtig weggegeven voor Ron Ellis, die altijd klaar staat om zo'n assist te ontvangen. Dit verdient een tweede herhaling. De mooiste fase van de wedstrijd. Desi en Ron Ellis. Collier, drie punters op rij. Kleimans te traag. Hij wordt er nog een beetje uitgedaagd. Waarschijnlijk veel trash talking aan vooraf gegaan tussen Kleimans en Collier. En dan Jacques Stas in de eindfase voor een eindscore van 80-74. Beslissing valt volgende dinsdag. Ja. Haut en couleur, Charleroi, Union Mont-Sénault, un match sous haute tension. Nicolas Rondelet. L'Union Mont-Sénault pour la qualification et Collier qui ouvre les hostilités. Du Berger à la Bergère, Charleroi pour l'égalisation et Stas en pénétration. Ronny Bayer blessé, la distribution côté Montois est assurée par le jeune Verstraat qui assume cette responsabilité. Il trouve Collier dans la raquette et 2 nouveaux points. Les débats sont équilibrés dans ce premier quart-temps. Desi à 3 points, 12-15 après 5 minutes. Premier fait de match au cours de ces 10 premières minutes, la deuxième faute personnelle de Jim Potter qui regagne le banc. Yves Defraigne doit protéger son joueur. Ça m'a fait mal, bien sûr, parce que ce que j'aime, c'est jouer. Le coach m'a rappelé sur le banc plus longtemps que je l'aurais souhaité en première mi-temps, mais bon, c'est le basket. Charleroi en profite pour s'envoler. John Jérôme à distance. Jérôme au four et au moulin et qui a réalisé cette année sa meilleure saison. 28-22 après 10 minutes. Jérôme, le meilleur Spirou hier. J'essaye de travailler très dur, je prends match après match. L'objectif c'est de gagner, c'est ma perspective. Jérôme à nouveau dès l'entame du deuxième quart. En déséquilibre s'il vous plaît. Mais l'Union Mons ne baisse pas pavillon. 3 sur 3 à 2 points des œuvres de Jim Potter. Collier qui poursuit ses pénétrations. Les Renards reviennent 37-34. Odelodge de son côté n'est pas au meilleur et il manque un peu de chance. De l'autre côté, Charleroi est habile au lancer franc. Les Spirous s'envolent une nouvelle fois, 45-34 à la mi-temps, mais Charleroi se méfie de ces rusés renards. On connaît leurs grosses individualités, on connaît la force de leur collectif. Donc, je vais dire, on ne les sous-estime bien sûr pas, croyez-le. Le troisième quart-temps est celui de Monsieur Rebound Ellis. Et quand ce ne sont pas 2 points sous l'anneau, c'est que l'adversaire a commis la faute. Sous l'impulsion de Ellis, nouvelle envolée des Spirous, 65-51 à 10 minutes du terme. Quand on joue bien en défense, l'attaque suit naturellement. On se concentre sur les rotations en s'efforçant d'avoir toujours de grands gabarits pour assurer les rebonds. Ça a marché aujourd'hui. L'écart grimpe à 17 points en faveur des Carolo. En l'absence de Bayer, Chiang, le numéro 10, Montois, adresse de bons ballons à Collier, mais la défense des Spirous n'offre aucun shot facile. Une défense en zone, intraitable comme d'habitude, et pourtant, tout n'est pas parfait. Quand on a 17 points d'avance, normalement, on doit tuer le match. Et on n'y est pas encore de nouveau parvenu. Je crois que là, il y a un petit manque, parce qu'on n'a pas encore vraiment vu le Charleroi que l'on espérait, je vais dire, dans les playoffs. Collier profite de ces relâchements pour relancer les Montois qui échouent à 6 points. Les 3 derniers points pour Mathias de Saveur, 80-74 score final. Rendez-vous mardi pour la Belle. Le deuxième mi-temps, je suis plus agressif en défense et il marque seulement 30 points. Et on gagne le deuxième mi-temps, donc je pense qu'on a beaucoup de confiance pour revenir ici mardi. A dû recourir aux prolongations pour battre Mons 107-100. Voilà, c'est la fin de ce journal. Keer dat Charleroi de finale haalt van de play-offs. Bergen gaat voluit zijn kans. Ronny Bayer is door een dijblessure niet helemaal fit, maar scoren doet hij wel hier met een 3-punter. Bergen loopt in het eerste kwart tot 8 punten uit. Ron Ellis is op dat ogenblik de beste man bij Charleroi. Hij scoort tegen 100% en houdt zijn ploeg in de partij. Bergen leidt met 19-24 na het eerste kwart.
Het is een heel snelle en intensieve wedstrijd. Eerst scoort Jacques Stas voor Charleroi. Meteen gevolgd door een snelle uitbraak van Jim Potter voor Bergen. De 47-47 gelijke stand bij de rust zegt alles. In het derde kwart slaagt Bergen er opnieuw in om een kloofje te slaan. Vooral dankzij de Amerikaan Gary Collier. Hij komt al aan 23 punten na het derde kwart. Bergen leidt 67-71. In het vierde kwart geraakt Bergen in foutenlast en bij Charleroi komt Jacques Stas onder stoom. De Carolo's lopen zelfs 10 punten uit. Wedstrijd gespeeld denk je dan, maar bij Charleroi stokt de afwerking. En Potter maakt er in de slotseconde 89-89 van. We krijgen een verlenging. Nu komt de rijke ervaring van Charleroi van pas. Hier snijdt Lenny Brown door de Bergense defensie. Charleroi leidt met 98-91. Collier kan nog wel even de hoop levendig houden met een driepunter. Maar Baptiste zet de kroon op het werk met een laatste dunk. 107-100 is de eindstand. Charleroi plaatst zich voor de 8e keer in zijn bestaan voor de finale van de play-offs. Het is zo goed als